Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'Afrique. Des démocraties matrimoniales. Et des oligarchies rentières. Collection Pensée africaine. Dirigée par François Manga Akoa. En ce début du XXIe siècle, les sociétés africaines sont secouées par une crise des fondements. Elle met en cause tous les secteurs de la vie. Les structures économiques, les institutions politiques telles que les États et les partis politiques, la cellule fondamentale de la société qu'est la famille, les valeurs et les normes socioculturelles s'effondrent. La crise qui les traverse les met en cause et au défi de rendre compte de leur raison d'être aujourd'hui. L'histoire des civilisations nous fait constater que c'est en période de crise que les peuples donnent et expriment le meilleur d'eux-mêmes afin de contrer la disparition, la mort et le néant qui les menacent. Pour relever ce défi dont l'enjeu est la vie et la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons aux peuples africains, la collection Pensée africaine participe à la quête et à la création du sens pour fonder de nouveaux espaces institutionnels de vie africaine. Dernière parution. Charles Jean-Marie Minem, Descartes et le développement 2011. Thierry Amougou, Le biaïsme, le Cameroun au piège de la médiocrité politique, de la libido accumulative et de la décivilisation des mœurs, 2011. Kofi Célestin Yao, Création en contexte, une pratique plastique au croisement des cultures, 2011. Berthe Lolo, Schizophrénie autrement, 2011. Berthe Lolo, Les maladies mentales, Logique et construction des signes et des symptômes, 2011. Jean-Claude Atangana, Bilan philologique de l'esquisse d'une théorie de la pratique de Pierre Bourdieu, Études comparées des éditions de 1972 et de 2011. Elidro, La part de l'ombre dans la peinture. La poétique du suspens de l'Afrique à l'Occident, 2011. Préface. L'essai de Patrice Moundoungamouity, intitulé L'Afrique des démocraties matrimoniales et des oligarchies rentières, jette une lueur vespérale sur une problématique majeure au cœur de la dynamique politique africaine, la dévolution matrimoniale ou parentale du pouvoir politique. Pour l'auteur de l'essai, la transmission du pouvoir de père en fils en cours de sédimentation et de généralisation en Afrique inaugure une nouvelle séquence historique qui enfonce le continent dans les sphères de la marginalité démocratique, de l'inutilité morale et de la bâtardise politique. Et à juste titre, la dévolution ou transmission affective et familiale du pouvoir est, face à l'inéluctabilité de l'achèvement de la vie humaine, une tentative de satisfaction du désir d'éternité propre à l'animal politique qu'est l'homme. Chez l'homme politique africain, notamment dirigeant, qui s'incarne socialement sous la figure de l'excellence, cette satisfaction s'exprime à travers le projet du gouvernement perpétuel, compris ici comme l'encadrement monarchique ou dynastique de la succession politique. Il s'ensuit l'avènement en Afrique, de régimes politiques marqués par une osmose inédite entre république et monarchie, démocratie et dynastie, gouvernance et patrimonialisme. En tout cas, il s'agit de formes politiques bien identifiées, mais non classifiées parce qu'inclassifiables. Elles ne peuvent donc que se ranger dans les classeurs de l'étrangeté politique qui ne peut elle-même être transcrite intellectuellement qu'à travers les néologismes. Démocrature pour faire classique, démocrarchie, démonarchie, pour une innovation conceptuelle résultant de la volonté de faire coïncider les mots avec les choses. Le travail de Patrice Moundoungamouity, d'une grande lucidité, nourri d'une parfaite maîtrise de la science politique, science des réalités concrètes comme dirait l'autre, et servi sur un plateau linguistique et stylistique vif, limpide et pénétrant, emporte l'adhésion du lecteur qui se trouve comme pris dans l'emballement d'une musique entraînante. Du reste, l'essai est de haute tenue et traduit des qualités d'analyse politique et de synthèse tout à fait excellentes. L'ensemble de l'ouvrage est impressionnant par sa cohérence. Il intègre de nombreux éléments et fait preuve d'une grande culture politique et théorique. Il incite à la réflexion sur certaines idées séduisantes mais discutables. Autant dire que les analyses se révèlent très fructueuses. Disons-le plus explicitement, l'essai est pertinent et convaincant et semble doté d'une vertu dormitive qui nécessite, pour qui veut rester éveillé et lucide, un grand effort de vigilance. Et c'est dans cet effort de vigilance que l'on découvre finalement le problème politique fondamental de cette réflexion sans concession,
sans esquive ni recul, l'incommensurable étendue de la relation entre parenté et politique. En effet, que devient l'esprit de famille, hissé au rang des valeurs africaines fondamentales à l'épreuve des luttes de conquête et de conservation du pouvoir dans des contextes politiques marqués par la pluralité, la critique et l'alternative? Doit-on y voir, comme dans la perspective choisie par l'essayiste, une pierre d'attente dynastique, oligarchique et patrimoniale ou alors un atout ou capital politique parmi tant d'autres? Argent, instruction, popularité, susceptible d'accroître ses chances de succès politique dans un contexte de compétition somme toute légale républicaine? Voilà la question essentielle ou monumentale que l'essai que vous avez entre les mains a le très grand mérite de soumettre à débat. La particularité saillante de la réflexion africaine sur cette question et dans le sillage de laquelle s'inscrit ce travail est la stigmatisation et la condamnation. Ici, le couple parenté et politique est frappé d'illégitimité a priori et de néo-patrimonialisme rédhibitoire. Il en est ainsi parce que la réflexion est souvent conduite à partir d'une posture dissidente, voire oppositionnelle. Pourtant, il y a de la place pour une analyse du juste milieu, du normal et du pathologique politique que renferme la relation dialectique entre parenté et politique. Le normal, c'est que dans un contexte démocratique, chaque citoyen doit pouvoir aspirer légitimement à la direction des affaires de son pays suivant la modalité élective légitime, quelle que soit son origine sociale, son appartenance familiale et ses convictions philosophico-religieuses dès lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec les valeurs républicaines. Dans ce sens, Ali Bongo Ondimba, Faure Eyadema, Joseph Kabila et autres prétendants longtemps considérés comme successeurs de leur père à savoir Karim Wade, Saif al-Islam, Gamal Moubarak s'inscrivent dans la normalité, l'universalité républicaine du jeu politique. Leur délégitimation du jeu politique fondée sur le seul critère de l'appartenance familiale relèverait, comme le souligne si bien Patrice Moundounga Mouyty, de la discrimination patronymique et du déni citoyen. Le pathologique, c'est bel et bien le danger de la dérive monarchique ou dynastique, eu égard à la difficile neutralité et impartialité dont feraient preuve les géniteurs des protagonistes à la succession. La succession du père par le fils, même dans un contexte de compétition ouverte, présente toujours des relents d'arrangements de cour et de fait des princes, du fait même de l'illégitimité dont est entaché le pouvoir du géniteur, pouvoir à l'origine brutale. Lorsqu'on est dans un contexte africain fortement marqué par la confiscation ou la cogestion familiale du pouvoir, cette succession s'inscrit ipso facto dans la transmission dynastique du pouvoir. D'où une délégitimation démocratique et citoyenne a priori de l'organisation parentale de la succession politique. L'essai de Moundounga Mouyty s'inscrit dans cette deuxième tendance et prend ainsi la forme d'une critique intellectuelle sémillante de l'ombre matrimoniale ou dynastique qui se trouve au cœur de l'engagement politique des fils de présidents. En dépit de la posture iconoclaste voire radicale qu'adopte l'auteur, et qui le conduit parfois à des jugements et condamnations sans appel, l'analyse s'affirme comme une pertinente déconstruction sociopolitiste de la réalité de l'alternance politique dans son rapport à la conception du pouvoir politique par les dirigeants d'une part et à la culture sociale du chef d'autre part. Il faudrait donc savoir gré à Patrice Moundounga Mouyty d'ouvrir les portails de cet espace critique à la sagacité intellectuelle africaine, et d'ailleurs soucieux d'ancrer la modernité politique continentale dans le patrimoine civilisationnel commun des sociétés républicaines et démocratiques. Washington, le 5 août 2010. Yves-Alexandre Chouala. Habilité à diriger des recherches, HDR. Enseignant et chercheur. Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC. Groupe de recherche administrative. Politique et sociale, GRAPS. Université de Yaoundé de Soa. Vice-président de l'Association africaine de sciences politiques. Avertissement aux lecteurs. Écrire un livre sur l'évolution des systèmes politiques africains 50 ans après leurs indépendances, c'est se donner quelques moments d'enquête et un certain appétit de l'histoire pour parvenir à cet exercice qui relève à la fois de l'entreprise littéraire scientifique et de l'enquête de terrain. Dans le prolongement de nos travaux sur la société gabonaise de cours 2,
Nous commettons cet essai à caractère sociopolitique pour rendre compte des figures du politique en Afrique contemporaine. L'essai de ce type est un genre littéraire qui souffre encore de discrédit dans les milieux africains du pouvoir, où la pensée simpliste des politologues de prince devant les questions déontologiques et les prétendues courtoisies de palais a souvent tendance à le réduire à un pamphlet. Non, il ne s'agit pas d'un ouvrage pamphlétaire ni de propagande, dont la marque de fabrique sont souvent les affirmations tenues pour vulgaires, quasi journalistiques, mais d'une œuvre d'enrichissement intellectuel, qui n'est qu'une mise en lumière, autour d'une mouvance politique d'exception, en perspective, du gouvernement perpétuel, et d'une propension à l'arrêt du temps politique présidentialiste. Du parti unique, en passant par l'échec des démocratisations, aux successions en forme curiale, l'Afrique conforte, 50 ans après les indépendances et au cours de ce millénaire, une tendance persistante des évolutions de ses systèmes politiques. Le transfert de pouvoir de père en fils 3. Si l'on en croit Marouane Ben Yamed, l'ère des monarchies présidentielles en Afrique francophone, si l'on emprunte volontiers la direction de Daniel Mengara sans être certain de le suivre en totalité, il est tentant comme ce dernier de se demander, après l'ère du parti unique et celle des démocraties de façade, l'Afrique serait-elle en train d'inaugurer l'ère des monarchies présidentielles déjà évoquées ailleurs par des juristes comme Duverger, Duhamel ou Carcassonne? Telle est bel et bien la tendance qui a semblé se dégager de la pratique ô combien oxymorique de la politique en Afrique francophone, au cours de la dernière décennie, notamment depuis la mort de Laurent-Désiré Kabila en 2001, un Kabila dont le régime avait inauguré la pratique en Afrique républicaine en plaçant à la tête du pays le fils du président assassiné 4. Le phénomène est observé également au Gabon comme l'affirme Vincent Hugueux. Le stratagème consistant à imposer Ali Bongo a fonctionné. Selon lui, l'élection d'Ali Bongo n'est pas due au vote de ses compatriotes, mais à un trucage massif, comme lors des élections précédentes, à en juger par le soutien officieux de Paris au candidat Ali Bongo, et qui justifie d'ailleurs l'hostilité vis-à-vis de la France depuis des décennies de soutien et de bienveillance à Omar Bongo Ondimba. Si l'on en croit certaines informations du journal Le Point ayant été le premier à révéler le décès du président Omar Bongo Ondimba, le père mort, le fils peut entrer en scène, avec le soutien de l'Élysée, où le scénario d'une révision constitutionnelle était à l'étude à Paris, qui aurait permis d'installer le fils à la vice-présidence avant que le père ne démissionne pour anticiper l'élection présidentielle prévue en 2012. La mort a interrompu ces préparatifs 5. Au moins pour cette raison, l'enjeu gabonais de la succession relevait d'une querelle familiale. Du reste, Omar Bongo Ondimba ne voulait peut-être pas choisir de successeur, mais il se préoccupait tout de même de l'après. On ne peut pas croire que le choix de Rose Francine Rogombe pour présider soit dû au hasard. La démonstration qu'Omar Bongo Ondimba aura malgré tout réussi sa succession 6. Choisir cette femme qui devait s'effacer revenait à préparer l'arrivée de son fils. C'est dire que l'hérédité non compétitive demeure une inconformité méthodologique contraire à l'esprit républicain. C'est d'ailleurs pourquoi dans le cas africain, les idées précuites sur l'élection jouée d'avance ou truquée font sens dans l'entreprise de disqualification politique du mérite familial et du déni citoyen des fils à papa. S'il est juste d'émettre de sérieux doutes sur l'objectivité de l'élection de Joseph Kabila, de Faure Eyadema ou d'Ali Bongo, même si les apparences démocratiques ont tenté d'être sauvées, notamment au Gabon, celle de George Bush ne peut pas conduire aux mêmes perceptions au regard non seulement de la transparence du jeu démocratique, électoral et des performances avérées du monitoring électoral américain 7, contraire aux commissions électorales et cours constitutionnelles africaines vassalisées à souhait et à la solde du parti-État. En tout état de cause, tout phénomène d'héritage politique imaginé en dehors des conditions pluralistes constitutionnelles d'affinement des mœurs éloignées de tout coup de force, fait ressurgir légitimement la thèse d'une perpétuation du gouvernement des mêmes serviteurs patrimoniaux. Même si certaines explications socio-anthropologiques du reste pertinentes 8, tendent à nous démontrer une certaine compatibilité de l'hérédité avec l'esprit républicain, il n'en demeure pas moins que ces thèses trouvent leurs limites en occultant dans le cas africain, la théorie de la souveraineté du peuple. En effet, comme l'affirme Jean Nejoya, cette souveraineté du peuple est consubstantielle à la révolution qui a permis une transmutation du corps du roi à celui de la nation, fiction sociologique agissante.
Toutes les constitutions contemporaines en déterminent le légitime détenteur. Elle est inscrite au pinacle des constitutions africaines. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Qu'il ait hérité ou pris le pouvoir, Omar Bongo Ondimba est désigné ou non son successeur, Ali Bongo Ondimba était certainement très proche et dans l'intimité de son père ce n'est pas rien, encore moins un hasard, d'être ministre de la Défense pendant 10 ans. Quoi qu'il en soit, les conditions de reproduction oligarchique étaient réunies pour parvenir à un processus successoral néo-patrimonial et quasi pacté. Le mérite d'Ali Bongo Ondimba est quand même d'avoir tenu bon face à la multitude des concurrents en interne et en externe, au point que caricaturer sa stature de fils de peut relever d'un raccourci, voire d'une gêne, puisqu'on peut y voir une propension au jugement de valeur et aux condamnations sans appel, mieux, on peut y voir également une posture oppositionnelle. Ce biais peut donner parfois malheureusement au texte l'allure d'un lyrisme militant. D'où tout l'intérêt de conduire la réflexion à travers une démonstration qui s'appuie sur des faits et des indicateurs observables. Les anthropologues neufs ont évoqué depuis fort longtemps le principe de la séparation du politique et de la parenté 10. En effet, parenté et politique ont été considérés comme étant différents, alors qu'il n'en est rien dès lors que le politique se tisse des réseaux de parenté et s'exprime bien souvent par des termes de lignage. Les rapports de parenté sont souvent imbriqués au sein du politique, et la structure lignagère sert de cadre au système politique. Dans ce sens, Claude Tardy-11 montre à travers l'exemple Bamoun que dans les sociétés africaines, la parenté joue un rôle majeur. Il souligne également que le clientélisme est fondé sur une certaine parenté, car il s'agit d'un système d'alliance ou plutôt d'allégeance. Ceci est possible parce que l'État est de faible envergure en matière d'institutionnalisation. D'ailleurs, les soubresauts du temps et les défis de la modernité ont plutôt attesté de leur intermittente imbrication. Parenté et politique entretiennent des relations nuancées, d'une complexité que seule peut traduire leur perpétuelle résurgence. Le constitutionnalisme moderne par principe ramène l'hérédité au stade de pratique surannée propre aux monarchies décadentes 12. Et pourtant, les résurgences contemporaines de l'hérédité politique inclinent pourtant à une reformulation des termes de référence conceptuelle. L'accession à la magistrature suprême de Joseph Kabila, de Faure Yadema et plus récemment d'Ali Bongo Ondimba, traduit un patrimonialisme rampant qui replace la parenté au cœur du politique 13. Sans en déduire à une spécificité africaine 14, l'on observe aujourd'hui en Afrique un processus de transmission du pouvoir politique qui heurte le sens commun républicain et nourrit les appréhensions sur l'issue de la transition et de la consolidation de la démocratie 15. En effet, la sociologie weberienne est aux antipodes de cette thèse qui situe la parenté au cœur du politique, parce qu'elle sous-tend l'idée sous-jacente de l'inégalité et de la personnalisation. Weber marque en effet une intangibilité des frontières entre la vie privée et la vie publique, et pose l'autorité légale rationnelle comme un dogme qui fonde l'État moderne. Les subordonnés n'obéissent pas en vertu d'une allégeance personnelle mais à des règlements impersonnels et ne sont tenus de le faire que dans les limites de la compétence objective que ces règlements assignent aux supérieurs hiérarchiques. Cette domination rationnelle a des inférences psychosociologiques, car conçue comme supérieure à toute autre forme d'organisation, les relations sociales s'y trouvent déshumanisées et dépersonnalisées. Cette pensée a donc partie liée avec la thèse de la séparation du politique et de la parenté dans la mesure où en érigeant l'État en modèle achevé de société politique, Max Weber inscrit le devenir des sociétés dans une translation rectiligne qui va des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes, celles-ci laissant derrière elles des stades inférieurs d'organisation. Dans cette veine, tout recours à la parenté devient culturellement régressif. La réserve que Weber fait en émettant l'hypothèse d'une combinaison du charisme, de la tradition et du légal rationnel, ne peut dissimuler que sa typologie est tacitement guidée par l'observation de la démocratie moderne 16. C'est dire que l'imbrication de la parenté, domaine relevant de la sphère privée, dans le politique, domaine du ressort de l'espace public, représente pour la pensée moderne un déni républicain qui affecte le principe égalitaire,
égalité des chances et des conditions évoquées déjà par Alexis de Tocqueville, surtout dans les parties du monde, notamment en Afrique, où la transparence constitue une incantation exaltée. Dans les sociétés des inégalités, l'hypothèse de l'inéligibilité pour cause de parenté 17 est éminemment recevable dès lors que le mérite familial dont parle Bourdieu devient a priori une malédiction politique légitime. Et pourtant, dans les sociétés gouvernées et réellement démocratiques, la parenté est toujours résurgente et protéiforme. Sa permanence rend incantatoire toute hypothèse du politique pur hors des réseaux de parenté qui pourrait par ailleurs s'analyser en une contestation à rebours de l'intelligence civique. Le politique s'accommode de la parenté par une entente tacite. Elle, parenté, est même conforme à l'esprit républicain si elle ne se résume pas à une simple dévolution monarchique du pouvoir 18. Dans cette perspective, on peut suivre la direction de l'universitaire français Albert Bourgi 19, qui parle des successions dynastiques en cours en Afrique, en affirmant au cours d'un entretien dans les colonnes du magazine La Gazette, que le Sénégal n'est ni le Gabon ni le Togo. Ce natif de Dakar et professeur de droit public à l'université de Reims en est convaincu. Pour lui, c'est se méprendre complètement sur la société sénégalaise que de croire qu'on peut installer ou mettre en place au Sénégal des dispositifs qui ont conduit à ces fameuses successions dynastiques connues au Togo et au Gabon. Le professeur Albert Bourgi abordait ainsi la question de la succession dynastique qui semble devenir, selon son propos, une tendance dans certains États africains en reconnaissant d'ailleurs que les dérives présidentialistes existent pratiquement partout dans ce continent. En effet, les dérives présidentialistes existent pratiquement partout en Afrique. La pérennisation du pouvoir et le fait même de faire sauter tous les verrous constitutionnels mis en place pour mieux encadrer la fonction présidentielle ou d'en réduire la durée, font partie d'un processus qui aboutit inévitablement à tout envisager pour conserver le pouvoir soit pour soi-même, soit pour quelqu'un de sa famille, un fils, un neveu ou un cousin, fait remarquer cet africaniste. Il déclare qu'en Afrique on a de plus en plus tendance à vouloir institutionnaliser cette captation du pouvoir, en se soumettant formellement à la loi du suffrage universel, mais qui dans la réalité est complètement faussée. Et ajoute, le mode de scrutin à un tour au Gabon a été taillé sur mesure pour une succession monarchique. Mieux, pense-t-il, on utilise les modes de scrutin qui favorisent soit les présidents sortants, soit ceux qu'ils ont choisis. D'ailleurs, poursuit-il, ce n'est pas pour rien qu'on a le mode de scrutin à un tour au Gabon. Et cela a été instauré bien avant le décès d'Omar Bongo. C'est un mode de scrutin taillé sur mesure pour favoriser cette succession monarchique. C'est la même chose au Togo. Cela signifie que la plupart des présidents africains sont dans une logique de pérennisation du pouvoir. On se dit que si l'actuel titulaire du pouvoir n'est plus là, pour une raison ou pour une autre, on fait en sorte que son fils, son parent, son plus proche collaborateur puisse lui succéder, afin de préserver tous les privilèges et prébendes accumulés jusque-là, mais cela n'explique pas pourquoi l'opposition ne parvient pas à avoir un candidat consensuel contre celui du pouvoir héréditaire. Sur le Sénégal, sa réplique est sans appel, le Sénégal n'est pas le Gabon. Si on croit pouvoir transposer au Sénégal ce qui s'est passé au Gabon, c'est se tromper profondément, et c'est méconnaître complètement la société sénégalaise et l'histoire politique du Sénégal. Vous savez, le Gabon en 1960 hésitait entre le statut d'État indépendant et celui de département français d'outre-mer. Alors qu'au Sénégal, le mouvement vers l'indépendance et la revendication d'indépendance étaient profondément enracinés dans la conscience populaire. Même si tout porte à croire que le président Wade a l'intention d'avoir son fils pour successeur, Albert Bourgi ne veut pas trop y croire, mais tient à prévenir. Wade connaît trop l'histoire du Sénégal pour. Et d'ajouter, je ne sais pas si le président Wade a l'intention de le faire, mais je pense que le chef de l'État connaît trop l'histoire politique du Sénégal pour se permettre d'envisager une telle aventure pour son pays. Donc, il ne devrait certainement pas se permettre d'envisager une succession dynastique. Ce serait une grave erreur de sa part. Et s'il y a des personnes dans son entourage qui l'y poussent, je crois qu'elles aussi se trompent très sérieusement et risquent de faire courir de graves dangers à la paix civile au Sénégal. Pour Albert Bourgi, si le président Wade est arrivé au pouvoir par les urnes, donc par le suffrage universel, c'est parce qu'il y a eu un phénomène d'alternance qui a été considéré comme emblématique de la maturité politique dans ce pays. Il considère qu'au Gabon,
non seulement on a élu un président par un scrutin tronqué à un tour, mais on a surtout désigné le gestionnaire d'un patrimoine familial. Et d'ajouter, en plus, il n'y a que 400 000 électeurs qui ont participé à l'élection, au Gabon, alors qu'au Sénégal, nous avons une tradition électorale très ancienne qui a permis aux citoyens de prendre part activement à tous les processus électoraux. La conviction du professeur Albert Bourgi est tout établie. Selon lui, le peuple sénégalais est naturellement pacifique, mais c'est un peuple de refus qui n'a jamais accepté qu'on le dépossède du pouvoir de choisir lui-même ses dirigeants. C'est dire que cette contribution ne relève pas de la suggestion intuitive, mais d'une addition de faits remarquablement vérifiés et vérifiables et d'une démarche empirique. Ces préalables rappelés font office de principe de précaution. En tant que chercheurs, nous ne pouvons manquer de le rappeler pour ne pas donner raison aux détracteurs mus par des opérations éhontées de propagande et de fabrication d'images injustes. Nous faisons le choix d'un souci de vérité à dire. C'est d'ailleurs pourquoi vous remarquerez, un tel de nos lecteurs a pu observer que dans nos travaux, il est plus volontiers fait référence à des archives, écrits antérieurs qu'à des entretiens quelle qu'en soit la forme. De ce point de vue, nos observations peuvent attester de ce que nous prenons beaucoup de liberté avec ce qu'on est convenu d'appeler les faits, ou plus dignement, la vérité, parce que nous sommes aussi conscients des vérifications que feront les critiques et les lecteurs, d'une intelligence fascinante et sensible à la hauteur des points de vue. Si on s'est donné un principe très strict, c'est celui de ne jamais aplatir notre personnalité d'auteur, en ayant recours au discours policé et normatif pour masquer le triomphe de la cupidité des tenants du pouvoir. Même en faisant fi de l'objectivité, l'honnêteté peut prendre la forme de l'écrire vrai. Pour notre part, le mieux qu'on puisse espérer, c'est que les uns et les autres ne substituent pas pour interpréter notre propos le terme critique à celui de combat. L'essai, ce n'est pas que la littérature de combat ou l'opposition, bien que celle-ci puisse avoir recours à ces lumières, ni la propagande, ni le conventionnel, ni la décentralisation avec ses délégations de pouvoir et les supposées autorisations et commandes des politiques. La pensée ne se déléguant point, la littérature critique a une exigence fondamentale. Épurer le parti pris idéologique et autres préjugés en se gardant bien de tout point de vue personnel, parce que l'impersonnalité est consubstantielle à l'idée sous-jacente de la neutralité. Ce sont autant de choses qui relèvent de l'efficacité et de la qualité littéraire, même si toute œuvre scientifique, qui n'est pas le roman avec un lien passionnel, reste à tout jamais perméable à la critique. Telle est l'ambition de ce livre politique qui ne prétend pas tout dire. Avant-propos. Dans le cadre de cet essai, la question des limites et des insuffisances de la démocratie au sens lincolnien de « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » est désormais posée. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à regarder la nouvelle mouvance des successions qui s'opère avec insistance au sommet de l'État, sous la forme curiale à l'intérieur des familles en Afrique subsaharienne. L'opinion publique est désormais incarnée par l'opinion filiale ou familiale. La distribution matrimoniale du pouvoir, qu'elle s'accompagne ou non de l'onction du suffrage universel, est le fait postcolonial inédit de transfert héréditaire de pouvoir en Afrique subsaharienne où désormais, la succession se tient dans un univers bien en cours où l'élection, auréolée d'une majuscule, ne représente plus la souveraineté des peuples, mais celle des familles. À la méritocratie républicaine légale rationnelle, se substitue désormais la parentocratie émergente d'essence républicaine. C'est pourquoi cette analyse solide est précieuse. Elle met en évidence de façon très claire le nouveau cadre politique issu des transferts de pouvoir en Afrique, et les vrais centres de décision des successions. Même contestées, les familles présidentielles sont toujours là, l'État démocratique reste au cœur de la gestion des mêmes régimes. Et pourtant, depuis la Révolution de 1789 qui mettait fin à la monarchie, le peuple est considéré comme le détenteur exclusif de la souveraineté vain. Cependant, une malédiction accompagne le couple dérangeant parenté politique 21. Une nouvelle pathologie sous forme de stagnation politique est alors adossée au mérite familial 22. Ainsi, le développement et la modernisation de l'État dans la perspective weberienne vont conforter cette mise en veilleuse de la parenté dans la relation politique. Ce préjugé demeure d'autant plus tenace qu'une succession héréditaire, même à la faveur d'une élection transparente,
ne reçoit pas toujours une confortable hospitalité dans l'opinion publique 23, complètement désincarnée. Il y a alors, poursuit Jean Nejoya, un inconscient social qui s'introduit frauduleusement dans la perception, faisant de l'hérédité politique une réalité antidémocratique. Même les typologies sociologiques les plus érudites ne s'affranchissent qu'à peine de ce biais cognitif 24. Du reste, les successions constitutionnelles de la deuxième génération en Afrique renouvellent cette problématique. Le dauphinat héréditaire se pose de plus en plus comme le paradigme de la continuité politique. Il s'impose en filigrane, gagne en raffinement et en séduction 25. Des aménagements constitutionnels prépareraient ainsi l'avènement des royaumes des fils à papa 26. Les autres acteurs, de l'opposition 27, malgré leur présence à l'élection, sont condamnés au désespoir, ne pouvant supplanter ces familles au relent de pouvoir personnel. Le scénario de la succession s'enchevêtre dorénavant dans une fausse compétition générale multipolaire. Cette dernière est canalisée dans des tractations et coopérations occultes, mais pourrait déboucher à terme dans des confrontations et révoltes sans précédent du fait de la misère des peuples et de la lassitude de leurs votes perdus en chemin. Ce travail s'inscrit avec force dans la prise de conscience de la construction en cours d'un nouveau réalisme africain d'alternance de pouvoir, absolument nécessaire après plus d'une vingtaine d'années d'illusions chimériques autour des débats sur les transitions démocratiques africaines. Avec ces nouvelles formes de succession, le continent africain est encore loin de préserver l'intérêt général des peuples et d'influencer utilement l'évolution de la démocratie. C'est dire tout l'enjeu et l'utilité de cet essai pour tout public citoyen. En effet, en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.